Tu n'as pas besoin de permission pour disparaître. Tu as seulement besoin de courage pour ne pas prévenir. Il arrive un moment où expliquer épuise. La vie devient insoutenable lorsqu'elle est vécue sous le regard des autres. Tout ce qui est vraiment à toi commence à mourir quand tu essaies de prouver que tu le mérites. Et là, tu comprends. Soit tu te retires, soit tu te fragmentes. Celui qui se tait se reconstruit. Celui qui fait silence revient entier. Ceci est le solstice. Ici, il n'y a pas d'enquête approfondie. Dans cet espace, nous parlons de transformation réelle, celle qui se produit dans l'obscurité, sans récit tout fait. Ce que j'enseigne n'est pas pour tout le monde. Ce que tu cherches est déjà en toi. Tu as seulement besoin de silence pour l'entendre et de courage pour disparaître un moment. Si tu cessais d'essayer de vaincre le monde, que resterait-il de toi? Si personne ne regardait, qui aurais-tu le courage de devenir? Le problème, ce n'est pas l'absence de but, c'est qu'il y a trop de bruit pour le percevoir. Tant que tu essaies de prouver ta valeur, tu gaspilles ton énergie vitale. Jing, dans le taoïsme, c'est cela. Le noyau non renouvelable de ta vie. Et il fuit chaque fois que tu te forces à rentrer dans les attentes des autres. Jusqu'à quand? Remarque une chose, lorsqu'un animal est blessé, il se retire. Il ne se bat pas, il n'explique pas, il ne publie pas, il disparaît simplement. La nature sait que le repli est guérison. Seuls nous avons désappris cela. Nous vénérons l'exposition et appelons cela du courage. Mais il y a plus de puissance en celui qui se tait, en celui qui fait silence pour se réorganiser, en celui qui fait une pause pour écouter le flux de l'univers, ce principe invisible qui guide tout ce qui est vivant. Une étude publiée par la Harvard Medical School a montré que de courtes périodes d'isolement volontaire activent les mêmes régions cérébrales liées à la régénération émotionnelle profonde. Tu es fatigué, non pas parce que tu fais trop, mais parce que tu es constamment interrompu. L'esprit humain n'a pas évolué pour supporter le bruit constant. C'est pourquoi la lucidité exige de la distance. Dans un monde obsédé par la productivité, le silence paraît suspect. Nous nous méfions de ceux qui se retirent, de ceux qui s'arrêtent, de ceux qui observent. Mais, selon Carl Jung, l'individu qui ne regarde pas en lui-même vivra le destin comme un hasard extérieur. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est de la psychologie appliquée. Ce qui n'est pas construit en toi sera projeté dans le monde et répondra sous forme de chaos. La vie ne s'organise que de l'intérieur vers l'extérieur. Jamais l'inverse. Négliger cela coûte cher. Et toi? Es-tu prêt à payer le prix de rester distrait? Es-tu à l'aise avec le fait d'être conditionné en permanence? Ce que tu appelles vie, est-il réellement ton chemin ou seulement le reflet des exigences sociales que tu n'as jamais remises en question? La clarté commence par l'inconfort. L'urgence de se retirer n'est pas une fuite. C'est une stratégie vitale. Il y a un temps pour le monde et il y a un temps pour le silence. Mais si tu ne t'éloignes jamais du bruit, tu n'entendras jamais ce qui compte. Si cela a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Le solstice existe pour ceux qui ne veulent pas seulement comprendre le monde, mais y trouver leur place, avec lucidité, avec solidité, avec silence. Si cette vidéo t'a apporté une question importante, aime et partage. Parfois, une subtile étincelle de conscience suffit pour changer tout le cours d'une vie. Et si c'était maintenant? À l'hiver 1972, un jeune Chinois nommé Li Ji fut autorisé à quitter la ville pendant 6 mois. Il n'était ni moine, ni maître, juste un étudiant ordinaire en médecine traditionnelle. Durant cette période, il choisit de vivre seul dans une cabane en bois, isolé au cœur des montagnes de la province du Sichuan. Il n'emporta que du riz, de l'eau potable et les classiques du taoïsme, le Tao Te Ching, le Zhuangzi et des textes sur le Qigong. Le froid était silencieux et dense, les nuits interminables, et sa seule tâche consistait à s'observer lui-même. Ce geste en apparence simple s'est révélé être un acte radical de reconstruction intérieure. Li Ji commença à noter les sensations qui surgissaient sans stimulus extérieur. Peur sans cause, euphorie sans raison,
souvenirs d'enfance qui revenaient avec intensité. L'absence de distraction forçait l'affrontement. Durant les premiers jours, il décrivit l'esprit comme un singe devenu fou dans une cage fermée. Mais quelque chose changea vers la 3e semaine. Les pensées ralentirent. Le corps commença à réguler son sommeil au rythme du soleil. Et un nouveau type de perception émergea, non verbale, inexplicable. Il appelait cela une conscience sans forme, une qualité d'attention qui observe sans intervenir. Cet état est aujourd'hui étudié par la psychologie transpersonnelle comme l'un des noyaux de l'expérience mystique spontanée. Stanislav Grof le décrit comme une dissolution de l'ego périphérique et une expansion de l'identité au-delà de la structure personnelle. Ce n'est pas du délire, c'est du silence fonctionnel. L'esprit cesse de nommer et le corps arrête de résister. À partir de là, l'apprentissage cesse d'être linéaire. C'est comme si la réalité parlait d'elle-même. Mais pour que cela se produise, quelque chose doit mourir. La compulsion au contrôle. C'est là que beaucoup abandonnent. Le tournant dans l'expérience de Ligi eut lieu à la fin du 2e mois. Il se réveilla avec une sensation de panique intense, sans cause identifiable. Tremblements, accélération du rythme cardiaque, nausées. Mais au lieu de lutter, il s'allongea sur le sol froid et se contenta de respirer. Son témoignage dit « Je suis resté immobile pendant des heures, jusqu'à ce que tout se dissolve. Dans le vide, j'ai compris qu'il n'y avait pas de danger. C'était seulement mon passé qui voulait sortir. » Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neuropsychologie du traumatisme. Le corps retient ce que l'esprit réprime, et seul le silence radical permet cette libération. La tension entre présence et désespoir est réelle. Le silence fait d'abord peur, car il révèle ce que le bruit masque. Mais c'est précisément cela, le point de transition. Lorsqu'il n'y a plus de fuite possible, la clarté émerge. Les traditions orientales comprennent cela comme une vacuité fertile, un état où le vide n'est pas absence, mais ouverture. Jung a décrit quelque chose de similaire en parlant de la nuit noire de l'âme. Le moment où l'ego se brise pour qu'émerge quelque chose de plus profond. Ce processus ne se force pas. Il se produit, mais il demande une préparation et du courage pour soutenir l'invisible. L'ambiguïté de ce processus est fondamentale. Il n'y aura pas toujours de paix. Il n'y aura pas toujours d'idées. Le Tao est cyclique, non prévisible. Celui qui cherche la linéarité trouvera la frustration. Mais celui qui comprend le flux pourra habiter le paradoxe avec dignité. La sagesse du bambou réside dans sa capacité à se courber, non à résister. C'est cet abandon actif, et non la passivité, qui marque le début de la véritable connaissance de soi. La clarté naît de la répétition silencieuse de choix intérieurs. Il faut rester dans le processus, même lorsque rien ne semble se passer. Peux-tu soutenir le silence assez longtemps pour que quelque chose de nouveau puisse émerger? Le chemin n'exige pas un effort violent, mais une présence continue. C'est dans cet espace entre le bruit et la clarté que la conscience se forme. Et c'est pour cela que cette vidéo continue. Pour te rappeler ce que tu as oublié. Reste avec nous. La prochaine partie ouvrira une carte intérieure que tu n'as peut-être jamais explorée. Issalia. Le plus grand défi n'est pas d'identifier l'excès, mais de percevoir à quel point tu es conditionné à réagir. Cette réaction automatique ne semble pas optionnelle. Tu te réveilles et plonges aussitôt dans les notifications, les tâches, les échéances. L'esprit tourne en circuit préprogrammé. Le corps suit le mouvement. Il n'y a pas d'espace entre le stimulus et la réponse. Et c'est précisément dans cet espace, presque invisible, que le changement se produit. Viktor Frankl a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. La plupart des gens n'apprennent jamais à habiter cet intervalle. Pour cela, il faut faire quelque chose qui semble simple, mais qui demande une rééducation profonde. Interrompre le flux réactif par un geste conscient. Mais pas n'importe quel geste. Il doit être inutile aux yeux du monde extérieur.
C'est ça, la pratique. Chaque jour, pendant 5 minutes, accomplis une action délibérée sans finalité fonctionnelle. Observer une flamme. Contempler une feuille. Respirer les yeux fermés face à une fenêtre. En neurosciences contemplatives, cela s'appelle l'activation non dirigée de l'attention ouverte. Tu casses le schéma de performance et permets à la conscience de se repositionner. Des études publiées dans le Journal of Cognitive Enhancement montrent que cette pratique réduit la rumination et active des réseaux cérébraux liés à la métacognition, la capacité d'observer ses propres pensées sans s'y identifier. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est un entraînement de l'attention. La clé est de maintenir la pratique même sans résultats immédiats. La valeur réside dans le développement de la non-réaction. Lorsqu'elle devient une habitude, ton esprit acquiert une nouvelle liberté. Ne pas réagir ne signifie pas passivité, mais choix qualifié. La deuxième pratique vient de la psychologie intégrative, le journal régressif. À la fin de la journée, écris 3 situations dans lesquelles tu as ressenti le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Ensuite, pose-toi la question. Qu'aurais-je fait si personne ne me regardait ? Ce n'est pas une simple introspection. C'est un processus de déconditionnement de la persona sociale. Tu commences à cartographier les points où le bruit extérieur détermine encore tes actions. Ce type d'écriture, lorsqu'elle devient régulière, restructure le circuit de validation et contribue à renforcer ton axe intérieur. Les bénéfices sont concrets. Réduction de l'anxiété sociale, augmentation de l'autonomie décisionnelle et renforcement de la cohérence entre pensée et action. Des recherches de l'APA, American Psychological Association, indiquent que les pratiques d'autorégulation narrative renforcent le cortex préfrontal médial, la zone responsable du sentiment de soi et de l'évaluation critique. En d'autres termes, tu commences à te reconnaître comme une personne réelle, présente, entière. Et la conséquence inévitable, c'est que ton énergie vitale s'organise. Le jing cesse d'être gaspillé dans des conflits inutiles. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu dois seulement maintenir de petites pratiques qui apaisent le bruit et restaurent l'écoute intérieure. Le silence n'est pas une absence, c'est un champ d'écoute. Et seul écoute vraiment celui qui apprend à ne pas réagir. Si tu appliques ne serait-ce qu'une de ces pratiques, tu verras que beaucoup de ce qui semblait urgent n'était en réalité que du bruit, et que ce qui paraissait lointain était toujours là, attendant ta présence. L'insight naît de la répétition silencieuse. Pas de l'effort, mais de la constance. Si quelque chose dans ce passage t'a touché, partage-le dans les commentaires. L'inconfort est souvent un bon signe qu'un mouvement intérieur a commencé. Raconte une expérience, une question ou un tournant que tu as vécu. Cet espace est un champ de résonance. Lorsque tu partages, tu clarifies. Et lorsque tu clarifies, d'autres se reconnaissent. Nous construisons un lieu de conscience, geste après geste. Ta parole peut être l'étincelle qu'il manquait à quelqu'un. Ce que révèle l'histoire de Liji n'est pas seulement un cas de discipline personnelle, mais une structure invisible qui régit le développement personnel silencieux. Le taoïsme décrit cela comme le retour au Tao, un mouvement qui n'est pas un progrès, mais un alignement. La psychologie positive, quant à elle, reconnaît que les états de flow, de présence et de bien-être ne naissent pas de l'excitation constante, mais de l'enracinement dans le présent. L'état de quiétude n'est pas une absence de stimulus, c'est une maturité perceptive. L'ego qui s'apaise laisse place à la conscience élargie. Le sujet ne s'annule pas, il s'intègre. C'est la logique du recentrage. Au niveau émotionnel, cela représente la réintégration de l'autoréférence. L'esprit occidental est entraîné à évaluer la valeur sur la base de la reconnaissance. Dès l'enfance, nous apprenons qu'être vu équivaut à exister. Mais la spiritualité orientale corrige ce biais. Exister, c'est être. Rien de plus. Lorsque tu cesses de jouer un rôle pour le regard extérieur, tu retrouves la neutralité émotionnelle, un état qui permet de ressentir sans jugement, sans défense, sans compulsion. La clarté émotionnelle ne surgit pas en cherchant des réponses,
mais en cessant les questions artificielles que la culture nous impose. L'expérience existentielle se déploie alors. Nous ne sommes pas des entités isolées en quête de réalisation, mais des manifestations temporaires d'une conscience plus vaste, s'observant depuis un point précis. Le Tao appelle cela « 1000 noms pour une même origine ». Le bouddhisme l'exprime par anatta, absence d'un moi fixe. La psychologie transpersonnelle parle de dissolution du soi limité. La douleur qui surgit dans ce processus n'est pas une erreur, c'est le frottement de la déconstruction. Lorsque les masques tombent, le vide se révèle. Et ce vide est fertile, non creux. En observant les schémas invisibles, nous réalisons que beaucoup de souffrances humaines viennent de la résistance à l'impermanence. Le cycle naturel de la vie, création, stabilité, dissolution, fait partie du langage universel. Quand nous tentons de fixer ce qui est, par nature, changeant, nous créons une dissonance interne. La vie exige une mise à jour constante de la perception. Le langage du Tao est celui de la fluidité. Et seul celui qui apprend à lire ce langage peut agir avec sagesse, agir sans forcer, percevoir sans envahir, choisir sans dominer. Ce n'est pas une renonciation, c'est une sophistication perceptive. Ces schémas ne se révèlent pas par des idées, mais par l'expérience directe. C'est pourquoi les traditions spirituelles ne transmettent pas un savoir, mais des états de conscience. Un maître n'enseigne pas. Il oriente pour que le disciple voie par lui-même. C'est le modèle analytique intégratif. Unir théorie et vécu, raison et intuition. L'esprit rationnel organise. L'esprit symbolique interprète. Ensemble, ils forment le champ nécessaire à l'émergence de la sagesse. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que des couches qui se défont jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Le langage universel est à l'arrière-plan de tout ce qui nous transforme véritablement. Il ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par des schémas. Cycles, archétypes, symboles, répétitions subtiles. Quand tu commences à voir la vie comme un champ symbolique, tu cesses de réagir et tu commences à interpréter. Une perte devient un passage, un silence devient un portail, un inconfort devient une révélation. C'est la conversion de la réalité brute en sens. Et le sens est ce qui soutient l'être lorsque le monde extérieur perd sa forme. En intégrant ces couches, rationnelles, émotionnelles, existentielles, ce qui émerge, c'est l'autonomie spirituelle. Tu ne dépends plus de formules extérieures car tu as appris à lire le flux intérieur. Tu ne te fermes pas au monde, mais tu t'ancres pour naviguer sans te dissoudre en lui. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que tu veux, mais dans le fait de ne plus être prisonnier de ce qui ne compte pas. Et c'est cela, le point de maturation. Quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, simplement de soutenir ce qui est. Cette conscience silencieuse est le Tao qui se reconnaît en toi.